Bonjour à tous. Nous invitons ce matin Geoffroy Didier. Il est secrétaire général délégué des Républicains. Il est député européen et il est vice-président de la région Île-de-France. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Gérard Collomb annonce ce matin dans l'Express qu'il sera candidat aux élections municipales de Lyon en 2020. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour la droite lyonnaise. Je rappelle que Laurent Wauquiez est président de la région. Nous sommes dans un pays où nous atteignons un nombre record de cambriolages. Un toutes les 90 secondes. Où des jeunes se font tuer à Marseille ou en Seine-Saint-Denis, comme on vient de le voir. Où le nombre d'agressions de personnes physiques... Il ne dit pas qu'il ne le fait pas maintenant, et ce sera en 2020. Où le nombre d'agressions de personnes physiques atteint lui aussi un nombre record. Et la seule chose que le ministre de l'Intérieur trouve à dire et à annoncer aujourd'hui, plutôt que des renforts, Il annonce des renforts dans les quartiers, la police de proximité. En tout cas, il parle surtout et avant tout de son destin personnel. Mais s'il souhaite tant rejoindre la capitale des Gaules, qu'il le fasse au plus vite et surtout que nous ayons au sein du gouvernement et surtout au ministère de l'Intérieur un ministre à temps plein qui ne pense qu'à une chose et qui soit concentré uniquement sur la protection des Français. J'imagine que fidèle à la tradition des Républicains, vous pensez qu'il faut lutter contre l'assistanat, qu'il y a trop de personnes, trop d'entreprises qui s'en réfèrent directement à l'État au lieu de se prendre en main. Non, c'est la culture des Républicains. Vous êtes sur ce raisonnement ? Non, nous sommes surtout pour défendre avant tout le travail. Et bien entendu qu'il y a d'un côté le travail qu'il faut défendre, qu'il faut libérer, qu'il faut promouvoir avec moins de normes, avec moins de charges. Vous ne pensez pas qu'il faut lutter contre... Je voulais vous amener à la petite phrase du président de la République, parce qu'il y a la forme qui a beaucoup été critiquée, mais il y a quand même le fond, qui est que quand on est au chômage, il ne faut peut-être pas rester les bras ballants et il faut essayer d'en trouver là où il y en a. Vous êtes contre cette démarche ? Je trouve que cette phrase n'est pas celle d'un président de la République. D'abord parce qu'un président de la République, il doit rassembler les Français et pas les diviser. Et en plus parce que c'est une insulte. Faire évoluer la culture de son pays, peut-être. Mais c'est une insulte aux familles qui sont touchées par le chômage, à tous ceux qui ont été licenciés et qui ont du mal, malgré tous leurs efforts, à trouver un nouvel emploi, ou en tout cas un emploi qui correspond à leurs besoins. Et puis, bien entendu, que tout système mérite d'être revu, d'être réformé, bien entendu. Il y a des fraudes, il y a des fraudes fiscales, il y a des fraudes aux allocations sociales, il y a des fraudes au chômage, mais ce n'est pas parce qu'il y a des fraudes et qu'il faut les combattre qu'il faut traiter ainsi tous les Français comme si en réalité chaque chômeur l'avait choisi. Encore une fois, ce n'est pas digne d'un président de la République de s'exprimer ainsi. Hier, vous faisiez une conférence de presse pour dénoncer l'enfer fiscal et l'après-midi, l'Élysée disait non, on ne touchera pas aux successions, donc vous avez été entendu. Vous êtes content ? Oui, enfin pardon, mais la coupe fiscale est pleine. Parce qu'après l'augmentation de la CSG, après le gel... Après la baisse de la taxe d'habitation, il va y avoir la baisse de la taxe d'habitation. Avec la taxe d'habitation, mais le problème, c'est que le compte n'y est pas. Avec la nouvelle augmentation, avec une taxe de 7 centimes par litre sur le diesel et de 4 centimes par litre... C'est pas bien de taxer le diesel pour lutter contre l'environnement ? En tout cas, ce qui n'est pas bien, c'est de matraquer fiscalement les Français, parce que les Français n'en peuvent plus. Et je dénonce cette obsession fiscale, et effectivement, je déplore le fait que depuis quelques jours, plusieurs ministres du gouvernement, Françoise Hissène, il y a eu le holà hier par le président de la République. Bien que ces couacs, comme on le disait malheureusement dans le vieux monde, toute cette confusion au sommet de l'État est particulièrement anxiogène et je dénonce cette passion dévorante qu'Emmanuel Macron semble exercer avec l'argent des autres. La coupe fiscale est pleine et quand je vois effectivement que le gouvernement a envisagé, parce que tout ça n'a pas été dit par hasard, vous l'imaginez bien. Eh bien, écoutez, ça veut dire qu'on a des ministres incompétents au sommet de l'État, ce qui est tout aussi préoccupant. Aujourd'hui, le président présente un plan pour l'hôpital. Il va mettre fin au numerus clausus, plus de médecins, et notamment dans les campagnes, dans les lieux désertés. C'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je soutiens toutes les politiques qui vont dans le sens de l'intérêt général. Et donc, je crois effectivement aujourd'hui qu'il était temps de desserrer les taux et de mettre fin, en tout cas provisoirement, au numerus clausus. Et je crois qu'il est essentiel aujourd'hui de s'attaquer à la désertification médicale qui s'applique dans les zones rurales, mais qui s'applique aussi en Île-de-France. Nous sommes en Île-de-France, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région. Exactement. Nous sommes le premier désert médical de France, puisque nous gagnons 60 000 habitants chaque année et que malheureusement nous manquons cruellement 30 000 de personnel médical, c'est-à-dire d'infirmiers et d'aides-soignants. Autre bonne nouvelle, vous qui défendez le pouvoir d'achat, va y avoir la fin des charges sociales salariales que payent les salariés sur les heures supplémentaires. Ça ressemble un petit peu à la mesure qu'avait mis en place Nicolas Sarkozy. Ça, c'est une bonne mesure pour le pouvoir d'achat. Vous avez bien fait de dire un petit peu.
dans votre c'est phrase. déjà peut-être mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien, mais j'aurais préféré que ce soit tout, c'est-à-dire ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, et c'était possible, et ça a marché, et ça a encouragé tous ceux qui veulent travailler plus. Parce qu'il y a une vraie différence en réalité entre la défiscalisation des heures supplémentaires à laquelle a procédé Nicolas Sarkozy et la désocialisation. Oui, mais vous savez, si nous pouvions aussi faire des économies, c'est-à-dire baisser la dépense publique. Quelle grosse économie il faudrait? Parce que ça, vous le dites beaucoup, mais quoi? Mais par de véritables réformes structurelles que le gouvernement n'a manifestement pas l'intention de faire, mais par exemple sur le fait que aujourd'hui nous vivons plus longtemps. Il faut travailler plus longtemps. Pourquoi aujourd'hui rester sur... Mais bien sûr, pourquoi aujourd'hui rester sur une retraite à 62 ans alors que nos voisins allemands qui sont bien plus compétitifs que nous ont jusqu'à 67 ans. Et lorsque vous regardez les âges de départ à la retraite en Europe, eh bien effectivement, vous pouvez dire que nous ferions mieux de nous inspirer de nos voisins. Et puis, il y a d'autres réformes qui peuvent être mises en place, comme par exemple l'alignement du régime des retraites, alignement public et alignement privé. Oui, mais vous savez, je me méfie beaucoup des annonces. Parce que sur la formation professionnelle, nous avons des annonces. Sur les baisses des charges des entreprises, nous avons des annonces. Et en réalité, nous n'avons assisté qu'à des reports. Regardez aussi sur le plan pauvreté. Les pauvres vont devoir attendre jusqu'à 2021, puisque les grandes annonces, les incantations, les mots creux d'Emmanuel Macron ne deviendront réalité qu'après une loi votée en 2020 et donc appliquée en 2021. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne faut pas du temps. Il faut de la détermination, il faut de l'énergie et il faut arrêter avec ces mots, ces incantations, puisque nous avions vu par exemple sur le plan pauvreté que les pauvres attendraient la rentrée à cause de la Coupe du Monde et maintenant ils vont attendre jusqu'à 2021. Vous voyez, c'est ce décalage entre les artifices de communication et la réalité des actes qui est véritablement anxiogène pour les Français. Sur l'Europe, il y a eu un vote au Parlement européen pour sanctionner Viktor Orban. Au PPE, groupe auquel vous appartenez, ainsi que Viktor Orban, la droite a été très divisée et vous-même, vous vous êtes abstenu. Donc, ni pour des sanctions, ni contre des sanctions. Moi, je pensais que vous aviez des positions tranchées. Oui, mais c'est une position tranchée, c'est un véritable choix. La politique n'est pas une science exacte et parfois, ce sont des dilemmes. Je n'ai pas voulu voter contre Viktor Orban parce que je ne dénonce pas sa politique migratoire. Il vous pose pas sa problème, colère, Viktor Orban. Sa colère, si, justement, j'y viens. Sa colère est celle de son peuple et nous ferions mieux d'entendre ceux qui ont été élus et qui, effectivement, veulent davantage protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. En revanche, je n'ai pas voulu non plus lui donner un feu vert en votant pour lui, parce qu'il y a aujourd'hui un devoir de vigilance sur le respect de l'état de droit. Vous savez, nous sommes à la fois très fermes sur la lutte contre l'immigration et en même temps très fermes sur le maintien des principes de liberté et de démocratie. Nous sommes intraitables, mais pas caricaturables. Mais vous êtes divisés, les LR se sont divisés en 3 groupes pour ce vote. C'est pas de très bon augure pour trouver une ligne européenne pour les prochaines élections. Je ne crois pas. Je crois précisément que la droite a toujours été très forte dans sa diversité. Souvenez-vous, nous avions Charles Pasqua, nous avions Philippe Séguin, et ce qui fait la force de la droite, c'est précisément de ne pas tomber dans le piège que nous tend Emmanuel Macron, qui dit qu'il y aurait des populistes ou alors des progressistes. C'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, ce débat simpliste dans lequel il tente de nous enfermer est une insulte à l'intelligence, mais aussi une insulte aux valeurs du gaullisme. Le général de Gaulle, puisqu'il n'était pas taxable d'être progressiste, ça voulait donc dire qu'il était dans le camp des nationalistes, et donc assimilable à l'extrême droite qu'il a pourtant combattu toute sa vie. Vous voyez, le débat européen mérite bien mieux que des raccourcis comme ceux que Emmanuel Macron essaie de nous tendre. Et la droite sera donc plurielle. Merci Geoffroy. Plurielle, forte, offensive et surtout luttant contre l'immigration et pour mieux protéger les frontières de l'Union européenne. Merci beaucoup Geoffroy Didier.